Tout augmente ces jours-ci et surtout les prix de l'énergie. Alors peut-on et même doit-on faire quelque chose? Et si oui, qui doit-on aider? Certains groupes cibles en particulier ou tout le monde sans différence? On a beaucoup de questions à se poser. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille 5 spécialistes de ces questions dans leurs domaines respectifs. Charlotte de Montpellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la banque ING. On a beaucoup de questions et on commencera par vous les poser. Bonjour à vous aussi, Julie Frère. Bonjour. Porte-parole de Test Achat, Organisation de défense des consommateurs. Peut-on faire quelque chose quand on est client? C'est une des questions qu'on vous posera aujourd'hui. Des questions aussi pour vous, Mathieu Dewèvre, conseiller à l'UCM, une parole d'entrepreneur, d'indépendant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ce public-là? On posera la question notamment à Amélie Pans. Bonjour, vous êtes députée bruxelloise et vous avez, avant d'être une femme politique, travaillé dans le secteur de l'énergie. On a donc des questions pour vous, des questions aussi pour vous. Éric Thiébaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes député fédéral pour le Parti socialiste. On verra ce que l'opposition a à dire de la situation actuelle. Les premières questions, on va les aborder avec vous, Charlotte de Montpellier. Ça va être votre instant vérité. On l'a dit, tout augmente tout le temps. Est-ce que les prix augmentent aujourd'hui anormalement, beaucoup plus que d'habitude? Oui. Les prix de l'énergie, oui. Donc on a depuis le début de la guerre au Moyen-Orient une hausse très forte des prix, notamment du pétrole, donc qui se répercute pour nous concrètement à la pompe, aussi bien sur le diesel que sur le carburant. Tous les carburants finalement sont en hausse. À cause de quoi? À cause du fait qu'on a le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient qui est fermé et donc 20% du pétrole mondial ne s'est plus passé par là et finalement manque dans le monde. C'est une situation qui est hors de contrôle ou on a quand même quelque part dans le monde certains moyens de contrôler? Alors, c'est une situation qui est très difficile, pour être clair. Il manque du pétrole au niveau mondial. On a quelques pipelines et quelques oléoducs qui aident un peu, mais qui ne suffisent pas à compenser le manque. Et donc, tant qu'on n'a pas la réouverture de ce détroit, ce qui signifierait qu'on aurait la fin de la guerre en Iran, on a effectivement un problème sur les marchés mondiaux et donc des prix qui augmentent très fortement. Les prix de l'énergie augmentent, vous l'avez dit, le gaz, le carburant. Est-ce que ça veut dire que d'autres choses vont augmenter aussi? Oui, bien sûr, parce que l'énergie, c'est la base d'une production de toute une série de choses. Alors, très directement, on a par exemple le prix des engrais qui est en train d'augmenter très fortement parce qu'on a besoin d'énergie pour faire ces engrais. Et donc, qui dit engrais plus cher, dit plus cher pour les agriculteurs et donc pour la nourriture, qui deviendra plus cher. On a aussi toute une série d'autres matériaux, des gaz qu'on a besoin pour les semi-conducteurs, de l'aluminium, qui sont en hausse à cause de ce qui se passe là-bas. Et donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est un peu le début d'une nouvelle vague inflationniste généralisée, ce qui veut dire finalement des hausses de prix globales. En Belgique, on a l'indexation automatique des salaires, ce qui veut dire que même des entreprises simplement de services en Belgique vont à un moment ou à un autre voir des salaires qui augmentent, des coûts qui augmentent et donc des prix de vente plus élevés. Quand tous ces prix augmentent, est-ce que ça augmente les recettes de l'État? Alors, ça dépend, en fait, comment est-ce qu'on regarde les choses. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'on a la TVA. La TVA, c'est calculé sur, finalement, ce qu'on a vendu en termes de montant. Et donc, effectivement, quand les prix augmentent, la TVA peut augmenter. Mais ça dépend aussi de la quantité. Parce que si on se retrouve dans une situation, ce qui est probable, avec une économie qui est impactée négativement, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont peut-être devoir dépenser davantage de leur budget pour payer leur énergie, et donc ils vont consommer moins au restaurant, de loisirs, etc. Et donc, sur l'ensemble de la consommation, on a une baisse de la consommation. Donc là, les recettes TVA, elles sont en baisse. Donc, in fine, sur l'ensemble, c'est pas d'office qu'une hausse des prix renchérit les recettes TVA. Et puis, n'oublions surtout pas qu'une hausse des prix, ça veut dire des indexations. Et les indexations, ça coûte très très cher à l'État, aux finances publiques, parce qu'il faut payer des salaires des fonctionnaires plus élevés, mais aussi des prestations sociales, allocations familiales, allocations de chômage, allocations de pension. Plusieurs experts, dont le gouverneur de la Banque centrale, disent que les caisses sont vides. Est-ce qu'on est moins en mesure de réagir que, par exemple, lors de la crise financière il y a 20 ans? Oui, bien sûr. Très concrètement, il y a 20 ans, en 2007, juste avant la crise financière, le budget de l'État était globalement à l'équilibre. C'est-à-dire que chaque année, on avait des recettes fiscales qui compensaient les dépenses de l'État. À l'heure d'aujourd'hui, on a 30 milliards de manque. Donc on a 30 milliards de dépenses supplémentaires
par rapport aux recettes. Donc effectivement, chaque année, on a trop. Alors qu'est-ce qu'on fait? On emprunte, mais l'emprunt, ça a un coût important. À l'heure actuelle, l'État belge, l'État dans son ensemble, toutes les entités ensemble, consacrent plus ou moins 11 milliards d'euros à payer simplement le fait qu'on s'endette. Et donc, effectivement, le budget de l'État est dans une situation très difficile. La situation ne va faire que se dégrader parce que la population vieillit, parce que les taux sur la dette sont élevés. Et effectivement, on est dans une situation où les caisses sont vides et donc c'est difficile d'aider face à ce nouveau choc énergétique que nous vivons actuellement. Merci Charlotte de Montpellier. Vous reviendrez dans ce débat pour des éclaircissements. Julie Frère, Mathieu Dewevre, est-ce que vous réclamez des mesures pour certains publics du côté de Test Achat? On l'a entendu, il y en a qui se sucrent sur cette crise. Est-ce que vous estimez qu'il faut agir d'une manière ou d'une autre? Alors moi je voudrais, donc on a beaucoup parlé du prix des carburants, donc c'est vrai que ça impacte aussi en particulier les personnes qui se chauffent au mazout. On sait qu'elles sont très nombreuses, en particulier en Wallonie, c'est moins le cas à Bruxelles, mais là la situation est vraiment critique. Par contre, on est dans une situation moins alarmante à ce stade-ci par rapport au prix du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, les prix c'est quoi? On tourne sur les marchés de gros autour de 45 € du mégawattheure. Donc effectivement, ça a augmenté depuis le début de la guerre. Avant le début de la guerre, on tournait autour de 32 €. Mais si vous prenez février de l'année passée, on était à 50 € du mégawattheure. Donc en réalité, on est plus bas aujourd'hui qu'en février 2025. Donc ce qui pose question et ce qui pose problème, c'est évidemment l'incertitude dont on a beaucoup parlé, parce qu'on ne voit pas d'issue aujourd'hui à la situation géopolitique, ce qui suscite légitimement de très nombreuses inquiétudes et qui a fait aussi que de nombreux consommateurs et consommatrices ont opté pour un contrat fixe au mois de mars. Alors, pour répondre de passer à un contrat fixe, vous dites? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment. Pourquoi? Parce que les contrats fixes au mois d'avril ont très fort augmenté. Si on prend les chiffres à Bruxelles, on voit une hausse de 30% pour l'électricité, de plus de 60% pour le gaz. Donc, c'est des moyennes. Il y a des contrats qui ont encore plus explosé. Donc, ça veut dire bloquer des prix vraiment très élevés. Donc, nous, ce qu'on conseille, on avait donné le conseil pour les personnes qui cherchaient la sécurité de le faire au mois de mars. Il était encore temps. Aujourd'hui, on va plutôt recommander d'observer le marché. Il faut aussi savoir que il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que l'hiver est derrière nous. 80% de notre consommation de gaz, elle a lieu entre octobre et mars. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les prix plus élevés vont avoir un impact moindre sur la facture globale. C'est quand même important à souligner. Donc aujourd'hui, bloquer des prix très élevés, nous ne le recommandons pas. Ce que nous recommandons de faire, c'est de vraiment prendre l'opportunité d'aller comparer. Et on voit aujourd'hui que les différences entre les contrats variables les plus chers et les moins chers, c'est de l'ordre de 700 € par an. Donc prenez un comparateur, il y a celui de Test Achat, il y en a d'autres qui sont accessibles à tous et toutes, et saisissez l'occasion actuelle pour refaire un peu le point sur votre contrat d'énergie. Le conseil est passé. Mathieu Dewevre, du côté de l'Union des classes moyennes, vous représentez les indépendants, je le rappelle, parce que voilà, ce sont des entreprises parfois qui ne font travailler que le patron, parfois il y a un peu d'emploi qui est généré. C'est la hausse des carburants qui vous inquiète le plus? Vous demandez des mesures pour les professionnels? De quel ordre d'ailleurs? Quel type de mesures? Alors, pas que sur la question des carburants. Bien sûr, la question des carburants, ça a un impact. Mais on voit que les entreprises sont fortement impactées par la question des carburants, vous venez de le souligner, par la question de l'augmentation du coût des matières premières, Madame de Montpellier le soulignait. Il y a aussi la question des coûts salariaux. L'indexation des salaires, ça a aussi un impact assez fondamental. Donc oui, nous demandons des mesures d'aide et des mesures d'aide qui n'oublient pas les PME et les indépendants. Maintenant, il faut se placer dans une échelle temporelle. Est-ce que faut-il des mesures à court terme? Oui, nous le pensons. Et ces mesures-là, on les focalise davantage sur la question du transport professionnel. Il faut aussi, à notre avis, des mesures à plus moyen terme, voire à plus long terme. Mesures de moyen terme, mais qui doit quand même venir, et finalement assez rapidement, puisque la crise s'éternise, c'est justement la question de l'indexation. Il y a encore aujourd'hui, dans l'indice qui sert à indexer les salaires, plusieurs produits pétroliers. Nous, on estime que ces produits sont tellement volatiles qu'il faut pouvoir les enlever de l'indexation des salaires, de sorte qu'on stabilise les coûts salariaux. C'est une première mesure. Il y en a d'autres sur la question de la baisse des accises sur l'électricité. Le gouvernement fédéral l'avait mis dans sa déclaration de politique générale. Ça n'est toujours pas le cas. Il y a aussi la question de la déduction pour investissement qui permet de se sortir des énergies fossiles. C'est un enjeu colossal, mais il faut pouvoir avancer.
On reviendra sur d'autres mesures, mais ça fait quand même 2 fois qu'on évoque l'index. Je voudrais entendre le Parti socialiste là-dessus. Il ne demande pas un saut d'index. Vous avez entendu, Lucien, il demande une adaptation de l'index. Est-ce que du côté de l'opposition, on entend cette demande des indépendants? Puis après, on entendra l'avis d'Amélie. Elle pourrait n'être que temporaire. Cette sortie des produits pétroliers, de tous les produits pétroliers, de l'indexation pourrait n'être que temporaire, le temps de stabiliser les choses. Éric Thiébaut, l'indexation, c'est un problème à terme ou on y tient mordicus au PS? Moi, j'ai été complètement stupéfait d'entendre le Premier ministre qui évoquait il y a encore une semaine la nécessité d'un saut d'index. Et donc les gens ont déjà d'énormes difficultés à faire face à l'explosion des coûts énergétiques et le Premier ministre, non seulement il ne prévoit aucune mesure immédiate pour aider les ménages à faire face à toutes ces augmentations de coûts énergétiques, mais en plus il envisage un nouveau saut d'index alors même que le gouvernement arizonien, on le sait, a prévu 2 index partiels pour la législature. Une adaptation d'index, parce que c'est ça que demandent les classes moyennes. Vous êtes prêt à l'envisager ou pas? Mais c'est une perte de pouvoir d'achat des citoyens, de toute façon, à terme, cette indexation. Okay. Amélie Pans, vous êtes députée bruxelloise, on verra d'ailleurs si la région peut faire quelque chose, mais au fédéral, votre parti a le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Économie, il y aura un gros cairn ce vendredi. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, David Caraval, Mathieu Billet? Moi, je pense qu'il y a déjà des mesures qui ont été proposées, c'est-à-dire les recettes fiscales, c'est d'utiliser ces recettes fiscales pour principalement les travailleurs, les personnes qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail. On l'a dit, le prix de l'énergie augmente principalement à la pompe ou au chauffage de mazout. Donc, c'est essayer de voir et de cibler les travailleurs qui utilisent leur véhicule, les indépendants, les personnes, par exemple, je passe dans les soins de santé. Je pense que ça, c'est très important de les aider. Ce qui est important aussi, c'est d'aider les publics les plus vulnérables. Et il faut éviter de faire, par exemple, donner un chèque à tout le monde, parce que je pense qu'il faut vraiment, ici, cibler les publics vulnérables et les personnes qui ont vraiment besoin de mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler. Donc ça, je pense que c'est primordial. Alors, on évoque différentes mesures. On dit qu'on pourrait payer son essence avec ses chèques repas. On évoque des exonérations fiscales. C'est des choses qui sont réalistes, ça, ou bien c'est un peu de l'enfumage avant une grosse négociation ce vendredi en Cairn, vous pensez? Eh bien, je pense qu'ils vont négocier tout ça vendredi. Je pense que tout le monde est à apporter certaines pistes pour voir comment on pouvait faire. Je pense qu'aussi c'est sur la défiscalisation des kilomètres pour les indépendants, mais tout ça va être discuté vendredi et il faut, je pense, avoir des solutions claires. Je pense que l'EMR demande des solutions depuis des mois par rapport à ça, pour pouvoir conserver aussi le pouvoir d'achat, je pense, des consommateurs, des citoyens belges. C'est très, très important. Éric Thiébaut, vraiment, sur ces mesures que j'évoquais, payer avec ses chèques repas, une défiscalisation, donc ça demanderait une démarche derrière. Là-dessus, ils ont compris quelque chose, vous estimez, au gouvernement fédéral? J'ai interrogé le Premier ministre ce matin à la Chambre et donc il a répété que lui était défavorable à toute mesure d'aide en disant qu'il n'y avait plus d'argent de toute façon disponible, que le budget était en déficit. Donc on a un budget ici qui a un trou de 5 milliards d'euros. Mais pourquoi il y a un trou de 5 milliards d'euros? Parce qu'il était mal conçu. Et donc c'est un budget avec des mesures d'austérité dans lequel on prévoyait notamment des effets retour de 8 milliards qui ne sont pas arrivés. Et donc on se retrouve finalement avec 5 milliards d'euros de déficit et on dit qu'il n'y a plus d'argent pour aider les gens. Et donc là, je pense que si on veut trouver de l'argent, en réalité, il y a des moyens d'en trouver. Il y a d'ailleurs 5 pays européens qui, il y a quelques jours, ont demandé à la Commission européenne la possibilité de pouvoir taxer les surprofits que font actuellement les gros groupes énergétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque jour, les groupes pétroliers font en Europe 81 millions d'euros de surprofits. Et donc, il y a moyen d'aller chercher une partie de ces surprofits et d'utiliser cet argent-là pour aider les citoyens à faire face à l'explosion des coûts des factures énergétiques, à mon sens. Charlotte de Montpellier, sur cette taxation des surprofits et sur ces initiatives que des États prennent individuellement face à des groupes mondiaux, on a... un avis d'économiste là-dessus? Oui, alors je pense qu'il faut d'abord se remettre dans un contexte. À partir du moment où on ne produit pas notre énergie, ce qui est notre cas, on ne produit ni pétrole ni gaz, une crise énergétique avec une hausse des prix, c'est une taxe. Donc on vient peser sur l'économie belge et l'économie européenne parce qu'on n'est pas producteur de cette énergie. Alors après, la question politique, c'est finalement qui paye cette taxe supplémentaire? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que ce sont nos enfants et nos petits-enfants via la dette?
peu importe, ça c'est une question politique. Mais in fine, on va payer, ça va nous coûter et on est moins bien d'un point de vue global parce qu'il y a cette crise énergétique qu'on ne l'aurait été sans crise énergétique. Donc ça c'est déjà très important, hein, il faut être clair. Et quand on parlait du déficit de 5 milliards, je voudrais préciser d'un point de vue économique de nouveau que le déficit de 5 milliards dont on parle, c'est ce qu'il manque pour rejoindre les prévisions précédentes. Mais ce n'est pas le trou complet. Le trou complet, lui, il est plus de l'ordre de 30 milliards. Donc on a effectivement des finances publiques très détériorées. Alors on peut commencer à discuter de taxer les surprofits. Moi, je suis toujours très prudente dans les estimations qu'on fait de l'espérance de coût. On l'a déjà fait en 2022 et la France a été la championne là-dessus. Finalement, ce que ça a rapporté in fine a été très limité parce que quand on détaille finalement les surprofits, effectivement, comment ils sont faits, en fait, il y a beaucoup d'entreprises pétrolières qui ne sont pas gagnantes. Il y en a certaines qui sont gagnantes, elles sont plutôt basées aux États-Unis. Et donc, in fine, en fait, ça ne rapporte pas suffisamment. Donc, Éric Thibault n'a pas l'air d'accord. Hein, mais non, parce que, je m'excuse. En un mot. Hein. Mais en deux mots, sous la Vivaldi, on a taxé les surprofits et on a été chercher 600 millions d'euros avec cette taxation des surprofits. Et mais donc, 600 millions par rapport à 30 milliards de déficit, ça reste extrêmement marginal. oui, mais 600 millions pour aider les gens. Quand on parle, alors, je vais essayer ma question autrement. Parce qu'il y a différents types de mesures. On a parlé du cliquet inversé. Voilà. Est-ce que quand on met en place des mécanismes qui ne sont pas immédiats, tous les citoyens les appliquent? Je sais pas, Julie Frère, est-ce que si on dit on peut faire une défiscalisation, donc ça veut dire qu'on peut rentrer une facture, derrière on se fera rembourser, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de sélection dans le bénéficiaire par ceux qui ont les aptitudes finalement pour faire ces... Oui, mais c'est précisément pour ça qu'en tout cas du côté TSHA, on plaide pour des mesures ciblées. Je pense que voilà, on vient de décrire largement le contexte budgétaire et économique. Il faut aider absolument les ménages qui en ont le plus besoin et la mesure phare qui a vraiment prémuni le plus de ménages vulnérables pendant la crise précédente en 2022, c'était le tarif social. Et c'était l'extension du tarif social. Pour nous, c'est une mesure extrêmement efficace qu'il faut absolument préserver. On sait qu'il y a aujourd'hui des projets de revoir ce tarif social pour appliquer désormais un montant forfaitaire. Pour nous, c'est pas une bonne idée. Il faut absolument maintenir ce tarif social. Et d'ailleurs, plusieurs études, dont des études dont on ne peut pas soupçonner un caractère plus politique qu'un autre, ont montré, dont des études de la Banque nationale ont montré l'efficacité de ce mécanisme pour préserver les ménages. Donc pour nous, ça c'est vraiment le point le plus important. Il y a d'autres mesures aussi pour lesquelles on plaide, et je trouve que c'est important d'en dire un mot aussi, parce que dès qu'il y a une crise comme ça, on commence à... Voilà, on parle de payer son essence avec des chèques repas, peut-être un jour des éco-chèques, je ne sais pas. Ça a été cité, hein, on parle de renoncer à l'entrée en vigueur de ETS2. Alors désolé, c'est un tout petit peu technique, mais je veux dire, on va avoir une nouvelle directive européenne qui va avoir pour effet de taxer plus les énergies fossiles. Ça va se faire ressentir sur le portefeuille des ménages. C'est quelque chose qu'il faut absolument anticiper. Il y a d'ailleurs un fonds qui doit être alimenté par ces recettes pour aider les ménages les plus vulnérables, notamment à pouvoir participer à cette transition. Aujourd'hui, on nous dit non, il faudrait reporter l'entrée en vigueur de ETS2. Alors que je pense que l'élément principal pour nous prémunir des prochaines crises de ce type, c'est la transition énergétique. C'est justement sortir de la dépendance aux énergies fossiles et investir là-dedans. Donc, je pense qu'il y a évidemment le court terme. Aujourd'hui, c'est des mesures efficaces, urgentes, temporaires, qui préservent le pouvoir d'achat des ménages les plus vulnérables, sans perdre la vision long terme, qui est celle de lutter contre et sortir de notre dépendance aux énergies fossiles pour éviter de telles crises dans le futur. On reviendra sur effectivement ce travail peut-être à faire à plus long terme, mais là, dans les médias, Mathieu Dewaevre, voilà, on évoquait différentes pistes. Il y a aussi eu le cliquet inversé. Vous certaines préférences sur les prix du carburant que vous... Oui, alors on n'a pas de préférence sur un mécanisme... Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont piégeux, qui peuvent paraître intéressants et qui ne le sont pas en pratique? Oui, alors on a quand même quelques réserves, notamment sur la question du cliquet inversé, parce qu'on pense qu'il y a un risque que ça maintienne, au fond, une dépendance aux fossiles dont nous devons sortir. Et donc, on est pour des mesures de soutien, et notamment au transport professionnel. Ça reste fondamental, mais il faut aussi pouvoir envisager les choses, je le disais tout à l'heure, mais dans une perspective plus long-termiste, avec l'objectif de sortir de notre dépendance aux fossiles. Et ça, c'est aussi fondamental, et ça nécessitera d'autres mesures. Amélie Pans, on a évoqué
plusieurs mesures, hein. Certaines à long terme, sortir des énergies fossiles, le cliquet inversé, le paiement par des aides type chèque repas qui n'existent pas. Je reviens avec ma question, hein, mais qu'est-ce qu'il doit défendre Mathieu Biet et que doit défendre David Clarinval, votre vice-premier ministre? Je pense qu'ils ont été très clairs. Et puis en plus de ça, je pense que vous avez eu monsieur le ministre Clarinval ce matin sur vos antennes. Donc je crois que voilà, il a été très très clair. Il a répété ce qui avait été décidé. Donc en tout cas sur la défiscalisation, enfin sur toutes les recettes fiscales. Ces recettes fiscales vont donc en tout cas être rendues entre guillemets aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc c'est-à-dire les travailleurs. Donc ça veut dire que la classe moyenne, et là je ne parle pas des indépendants, je parle de la classe moyenne, ceux qui ont des revenus, ceux-là ne bénéficieront pas d'aide et devront payer leur facture eux-mêmes. Voilà, en tout cas c'est déjà ciblé les publics qui travaillent et qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dès qu'on a une crise politique, enfin géopolitique, etc., on voit que, évidemment, les prix de l'énergie sont volatiles, que ça impacte tout le pays, les entrepreneurs, enfin, je veux dire, l'État, ça impacte tout le monde, les consommateurs. Et donc, il faut regarder sur du plus long terme. Et le plus long terme, évidemment, c'est de plus dépendre des énergies fossiles. Et je vais donner un exemple très concret, et ça, je pense qu'il faut l'entendre à un moment donné, on le sait, on est en train de développer les parcs offshore en mer du Nord. C'est génial, on va produire de l'énergie, c'est du renouvelable. Il faut importer cette énergie sur le continent. Et là, on a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème avec la boucle du Hainaut. Pourquoi ? Parce que ça coince sur les permis. Pourquoi ? Parce que le politique, à un moment donné, doit pouvoir dire on a besoin d'énergie, on a besoin de faire venir cette énergie sur le continent, et si on veut sortir des énergies fossiles, on est bien obligé à un moment donné de se rendre compte qu'en Belgique, il faut des installations. Si on veut développer du nucléaire, il faudra un plan à mettre du nucléaire quelque part. Et donc il faut à un moment donné que le citoyen se rende compte qu'on ne peut pas demander d'avoir de l'énergie bon marché verte, mais que aucun citoyen ne veut avoir des installations près de chez lui. Donc ça aussi, je pense que c'est très important d'avoir ce courage politique, de dire à un moment donné, il faut pouvoir donner les permis. Mathieu De Wever, vous voulez ajouter quelque chose ? Vous opinez du bonnet, donc oui, alors soyez ce que dit Amélie Pan, si j'entends absolument. bien. Donc très clairement, des mesures ciblées, ça c'est fondamental. On sait que voilà, le comité de monitoring nous a dit l'état de nos finances publiques. Madame de Montpellier l'a rappelé. On doit cibler, parce que sinon, c'est des charges de la dette pour demain et des impôts pour après. Donc c'est pas dit que les indépendants seront dans les publics cibles. Hein. Si, il faut absolument que les indépendants y soient, parce que les indépendants sont beaucoup plus impactés encore que les autres, parce qu'ils sont impactés aussi dans le fonctionnement de leur activité. On a parlé de la boucle du Hainaut, c'est évidemment fondamental. Très récemment, les organisations patronales wallonnes sont sorties dans la presse, les organisations environnementales également, sont sorties pour dire à quel point ce dossier était fondamental pour nous, et ça l'est aussi pour les entreprises. Nous, on vient de réaliser une étude sur les questions énergétiques pour UCM. On constate qu'une entreprise sur 10 est freinée dans ses investissements par le réseau. C'est inadmissible, il faut que ça évolue. Charlotte de Montpellier, on a les moyens de développer des réseaux pour être moins dépendants de l'étranger ? Alors évidemment, la question des moyens est absolument primordiale. Et quand on le disait, quand les finances publiques sont à ce point dégradées, et c'est pas juste cette année, je veux dire, la dégradation, elle date de tous les gouvernements précédents, et donc tous les partis en sont responsables, soyons très très clairs, eh bien cette dégradation, elle nous contraint très fortement à agir. Alors moi, je voudrais quand même pointer un élément important. C'est qu'après 2022, on a quand même appris quelque chose. En Europe, dans notre ensemble, on consomme moins de gaz. 16% de gaz en moins qu'en 2022. Donc ça veut dire que ces crises, elles permettent effectivement de se reposer la question de la transition énergétique et de se reposer la question de notre dépendance aux énergies carbonées. Et ici, dans le cas de figure présent, c'est absolument primordial. Je rappelle quand même le début du problème. Le début du problème, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. En fait, il n'y a plus assez de pétrole au niveau mondial. Donc on peut parler d'aide. Ce qu'il faut, c'est diminuer la quantité. Dans le jargon, on appelle ça de la destruction de la demande. Si effectivement personne ne réduit sa quantité demandée, eh bien il y a un moment, on a des pénuries. Et donc là, c'est évidemment, il faut faire toujours attention que ces aides, elles soient ciblées, mais aussi qu'elles donnent l'incitant de effectivement essayer de trouver des solutions pour dépendre moins du pétrole, et certainement ceux qui ont la possibilité, je ne sais pas, d'aller en train, d'organiser différemment leurs activités, qu'ils dépendent moins du pétrole. Ça, c'est la clé. C'est la clé pour cette crise à court terme et c'est la clé à long terme aussi pour avoir des moyens pour faire face à nos besoins futurs. Julie Frère, c'est la contrainte qui fait évoluer les habitudes et réduire la consommation ? Je rejoins ce qui vient
d'être dit et je voulais rappeler aussi un petit slogan qu'on a chez Testachat depuis très longtemps, c'est « Ma facture d'électricité n'est pas une feuille d'impôt ». Ça fait très longtemps qu'on dit que le signal prix aujourd'hui n'est pas le bon parce qu'effectivement l'électricité est aujourd'hui beaucoup plus taxée que le gaz. Alors on a un premier pas maintenant avec la baisse des accises sur l'électricité et l'augmentation des accises sur le gaz, mais il faut rappeler qu'on a plus augmenté les accises sur le gaz que baissé sur l'électricité. Ça reste une mesure budgétaire, mais c'est un premier signal prix. Mais on doit vraiment encourager les ménages, et on doit le faire via le signal prix, à passer à l'électrification. Et tant qu'on n'a pas le bon signal prix, on n'y arrivera jamais, évidemment. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent, voilà, je vais faire une nouvelle construction, qu'est-ce que je dois mettre comme système de chauffage? Et qu'en réalité, on regarde la facture et on voit la pompe à chaleur, en fait, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Mais c'est évidemment compliqué de convaincre des ménages de passer à l'électrification. Donc le signal prix doit être le bon. Et on en est encore loin aujourd'hui. Il faut vraiment nettoyer cette facture d'électricité. Éric Thiébaut, sur cette évolution de notre consommation. Alors, vous êtes député fédéral, on va entendre Amélie Pan dans un instant parce qu'elle est députée bruxelloise et on va peut-être parler des primes à Bruxelles, révolution qui n'existe plus. Mais vous êtes aussi bourgmestre. C'est pas évident pour tout le monde de réduire sa consommation quand on habite loin de la ville, quand on a une habitation qui est mal isolée. Ça coûte cher. C'est vrai. Et je dois dire qu'il y a quand même eu énormément d'efforts qui ont été faits au niveau du renouvelable. Ici, l'année dernière, je pense qu'à un moment donné, on était à 30% d'électricité issue de l'énergie renouvelable dans notre pays, dans la consommation. On parle de 30%, alors qu'il y a encore quelques années, on était à 5%. Hein. Mais ma question, c'est ça coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc comment on va faire pour gagner en pourcent? C'est dans l'offre globale de l'électricité. Donc le renouvelable prend de plus en plus d'importance. Maintenant, en 2003... à la Chambre, on a voté la sortie du nucléaire. Tous les partis l'ont voté. Et depuis 2003, normalement, on aurait dû prendre des mesures pour anticiper la fermeture de certains réacteurs. Et ça n'a pas été fait correctement. Et ça, c'est une responsabilité, je pense, collective du politique. Ça, je dois dire. Moi, j'ai toujours trouvé qu'à ce niveau-là, on n'avait pas anticipé du tout. Par rapport à ce que disait Madame de Montpellier, qui nous dit mais on doit changer nos habitudes, on doit consommer moins, on doit consommer autrement. Est-ce que là, les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose? Vous êtes bourgmestre d'une commune. Est-ce que vous pouvez contraindre vos habitants à isoler leur maison, à se déplacer en train plutôt qu'en voiture? Déjà, en région wallonne, le gouvernement wallon, la première chose qu'il a faite, c'est enlever les primes à la rénovation énergétique. Et donc, les gens qui voulaient profiter de cette prime pour isoler leur maison, ils ont dû abandonner leur projet. Donc là, ça n'aide pas, évidemment. Mais sinon, je pense que les gens font pas mal d'efforts en termes de consommation, font plus d'efforts. Et tous les nouveaux projets... C'est pas suffisant, apparemment. Il y a une responsabilité de sensibilisation de la part des pouvoirs publics. Je pense qu'il a quand même été assez timide pendant la dernière crise. Je pense que tout le monde va devoir participer à l'effort de réduction de sa consommation. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est plus facile pour certains ménages que pour d'autres. Donc ça doit faire partie de l'équation. Mais des campagnes de sensibilisation publique sur comment limiter sa consommation, c'est faisable et c'est impératif que ça se fasse. Amélie Pan, sur cet effort qu'on doit tous faire et l'évolution, je reviens, l'isolation de nos maisons, voilà, c'est un moyen de consommer moins. On nous disait l'hiver est derrière nous, mais enfin on sait que si on a une maison bien isolée, et pour avoir une maison bien isolée et donc moins consommée, parfois il faut un petit coup de pouce de la région. Il y a quelque chose qui est dans le pipeline, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Alors non, surtout, la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, c'est quand même qu'en région bruxelloise, il faut quand même le savoir, c'est que, bon là, on a expliqué que c'était surtout le pétrole et donc le prix à la pompe qui augmentait. Hein, on a dit que le gaz n'avait pas tellement augmenté. Les réserves sont vides, il va falloir les remplir. Donc peut-être que le prix du gaz va augmenter et donc va faire monter le prix du gaz et de l'électricité. Il faut savoir qu'à Bruxelles, si ça arrive, c'est une double peine. Pourquoi? Parce qu'à Bruxelles, en fait, le marché de l'énergie à Bruxelles n'est pas très concurrentiel. Hein. Vous n'avez que deux fournisseurs avec, je pense, 5 ou peut-être 6 contrats possibles, ce qui fait que les prix à la base, sans crise, un Bruxellois paye déjà plus ou moins 140, 150 € de plus que ses voisins flamands ou wallons. Pas assez d'offres, Julie Frère, pour les Bruxellois? C'est un débat qui dure depuis des années sur la réglementation bruxelloise qui vise à protéger les consommateurs, les locataires et qui donc prévoit toute une série d'obligations pour les fournisseurs qui rendent le marché
fournisseur qui en fait le déserte. Et donc c'est tout à fait correct. Il y a moins d'offres à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie. Et donc un Bruxellois paye déjà son énergie plus cher qu'un Flamand, par exemple. Alors on va aller tout doucement vers la conclusion de ce débat. Mais j'ai une dernière question. Elle est vraiment pour nos deux députés parce qu'elle est très politique. Amélie Pans, votre président, Georges-Louis Boucher, a dit cette semaine en radio que le MR bloquerait tout accord s'il n'y avait pas quelque chose de significatif sur les prix de l'énergie. Vous êtes prêt à faire une crise au gouvernement fédéral si jamais il n'y a pas d'avancée? Vraiment, c'est ça la détermination de votre formation? Vous savez, je suis optimiste et je pense qu'en Belgique, on trouve toujours des compromis. Donc, je crois qu'on va trouver une solution et qui pourra faire en sorte aussi d'alléger surtout les travailleurs et les ménages les plus en difficulté. Éric Thiébaut, on boit du petit lait au PS, on se tient prêt si jamais c'est la crise au gouvernement de Wever. On a envie que le MR bloque parce que finalement on pourra toujours faire monter la pression. Vous pourrez toujours dire oui mais il aurait fallu faire plus pour ceci ou pour tel public. Donc c'est pas mal pour vous finalement si le gouvernement est en crise. Honnêtement, vu les sondages, je ne pense pas qu'ils ont intérêt à faire tomber le gouvernement maintenant. C'est honnête comme réponse. Non, mais c'est vrai. Et donc, moi, j'espère qu'il y aura des mesures, mais j'espère que ce ne sera pas trop peu, trop tard. Parce que, la guerre a été déclarée le 28 février dernier. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en crise. Et ça fait quand même plusieurs semaines à la Chambre qu'on demande qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et ça fait des semaines que ça bloque parce que le gouvernement... Je pense qu'en fait, le gouvernement espérait que la guerre n'allait pas durer et que la crise serait que temporaire et qu'il n'aurait pas besoin de prendre des mesures parce que les choses allaient se régulariser d'office automatiquement. Mais ce n'est pas le cas et ça n'a pas l'air de se régler et on n'a pas l'impression qu'on est vraiment dans un scénario de sortie crise. Il y a un temps de latence, Madame de Montpellier, entre une sortie de crise et puis le moment où les prix redeviennent sous contrôle. Est-ce qu'à un moment donné, ça rebaisserait ou bien non, on peut simplement espérer que les salaires augmentent et rattrapent un peu les prix? Voilà, alors de base, sur les marchés mondiaux, c'est clair qu'il faudrait qu'il y ait un signal clair de la part de l'administration américaine qu'il y a une fin de conflit qui permette la réouverture des détroits. Et là, évidemment, ça soulagerait les prix. On voit d'ailleurs déjà les prix qui essayent de l'anticiper. Donald Trump a encore dit aujourd'hui qu'on était très proche d'un accord, donc on peut l'espérer. Alors, est-ce que ça veut dire que si on a un accord et que ça se réouvre, on arrive demain dans la situation dans laquelle on était en janvier, en février? Non. Parce que, effectivement, rappelons-nous quand même que certaines unités de production ont été détruites. Et au Qatar et dans les pays du Golfe. Et donc finalement, on a quand même moins d'offres de pétrole et de gaz que ce qu'on avait au début de l'année. Donc ça va maintenir les prix plus élevés sur la fin de l'année que ce que ça n'était au début de l'année, très clairement. La question, c'est combien plus élevé, si on reste avec un baril de pétrole à $100 ou si on retourne à 75. Ça, c'est un peu la vraie question. Alors moi, je voudrais quand même rappeler qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'en Belgique, compte tenu du fait qu'on a les indexations automatiques des salaires et des prestations sociales, on est l'État où on protège le plus les consommateurs, finalement, par rapport à nos voisins, quels qu'ils soient, on protège le plus. Et donc, effectivement, il faut aussi, je pense, toujours... voir les choses dans leur entièreté. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas délicate pour l'un ou pour l'autre, mais comme je disais, un choc énergétique, c'est un impact extrêmement négatif sur l'économie en Belgique. Et quand je parle de l'économie, ce n'est pas du jargon, c'est sur toutes nos entreprises, tous les travailleurs, et ça va conduire à une situation plus défavorable que ce qu'on était au début de l'année, très clairement. On va conclure ce débat. Vous allez tous avoir la parole une dernière fois, juste après ceci. Et on l'a bien compris, c'est un gros enjeu concret. Que demandez-vous? Quelle est votre conclusion après avoir entendu les politiques, les organisations de défense des consommateurs, la spécialiste de l'économie, Mathieu De Wever? N'oubliez pas les entreprises, n'oubliez pas les plus petites. Il est important qu'elles aient une aide immédiate à très court terme. Même si elle est ciblée sur la question du transport, il est aussi important de leur permettre d'investir et donc il faut aussi ramener du cash dans les entreprises. Julie Frère, un dernier conseil pour les consommateurs qu'on est tous? 3 choses très rapidement. Un plan activable en cas de crise. On aurait dû l'avoir déjà depuis la précédente avec des mesures rapides, efficaces, temporaires, ciblées. 2, vous, les consommateurs et consommatrices, saisissez l'occasion pour faire le point sur vos contrats, comparer. Il y a des économies possibles importantes. Et 3, vision long terme, sortir de la dépendance aux énergies fossiles, c'est la seule solution structurelle pour éviter qu'on soit à nouveau confronté à ce type de situation.
Vous tirez un enseignement comme économiste, outre ce que vous nous avez déjà partagé, Charlotte de Montpellier, de la crise actuelle ou des échanges qu'on a eus ici? Oui, je pense qu'il faut garder en tête qu'on est extrêmement sensible impacté négativement face à un choc énergétique. Historiquement, ça a toujours été des mauvaises nouvelles. Ça reste une mauvaise nouvelle. Et la seule chose dont on peut faire, c'est effectivement la transition pour sortir de cette dépendance. Et je pense que plus que jamais, il faut mettre ça en avant et que toutes les mesures qu'on va prendre, finalement, c'est juste une répartition de ce coût supplémentaire entre l'un, l'autre, nos enfants, les entreprises, les ménages. Mais finalement, ce qu'il faut, c'est voir à long terme la transition pour ne plus devoir répéter ça dans le futur. Le mot de la fin, ce sera pour les deux politiques. Éric Thiébaut pour l'opposition, PS, opposition au fédéral, pas à Bruxelles, on l'a compris. Non, mais quand on est dans une situation où pour faire le plein de sa cuve à mazout, il faut pratiquement 2800 € si on veut le faire aujourd'hui. Quand on va remplir son réservoir à la pompe, il faut pratiquement plus de 100 €. C'est inconcevable qu'il n'y ait pas de mesures d'aide aujourd'hui pour aider les ménages finalement à faire face à cette explosion des coûts énergétiques. Amélie Pans, quel sera le mot de la fin pour la représentante de la majorité à tous les niveaux que vous êtes aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut anticiper. Donc, je pense qu'il faut anticiper des moments comme on vit aujourd'hui. Anticiper, c'est aussi diminuer donc, notre dépendance aux hydrocarbures. Il faut un mix énergétique crédible, du nucléaire. Il faut aussi de l'efficacité énergétique, mais il faut aussi du renouvelable. Et je pense qu'à Bruxelles, et là, c'est dans l'accord de gouvernement, il faut réviser le marché de l'énergie ici à Bruxelles pour faire en sorte qu'il y ait une offre plus grande pour les Bruxellois et les Bruxelloises et que ce marché soit aussi attractif pour les entreprises. Merci à tous les 5 d'être venus sur ce plateau échanger. On se retrouvera la semaine prochaine de nouveau avec beaucoup de questions.